Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La médiation pour tous de Béatrice Bloorn-Brenner a été édité en 2012 par les éditions Média et Médiation et a reçu le prix de la PMCA en 2019. Ce livre a été traduit, adapté et publié dans plusieurs pays par Dragos Kalin, La médiation pour tous en Roumanie, Editura Universitara 2014. Vinan, La médiation pour tous au Vietnam 2015. Spiros Antonellos, La médiation pour tous en Grèce 2016. Stephen B. Goldberg, Jeanne Brett, How Mediation Works, Emerald Publishing 2017. Béatrice Bloorn-Brenner, La médiation pour tous dans l'espace OADA et en Afrique de l'Ouest, l'Harmattan 2018. Marta Nagy, La médiation pour tous en Hongrie, l'Harmattan 2018. Elena Soleto Muñoz, La mediación para todos. Médiation en el ámbito civil e intrajudicial, version numérique. https://e-3m.es/handle/1016/28377 Universidad Carlos III de Madrid. Juan Verlinden et Thierry Lagneau, La médiation pour tous en Belgique et dans l'espace francophone 2020. Duygu Akuggur et Jacques Salzer, La médiation pour tous en Turquie 2021. Exergue. La médiation accompagne un immense mouvement de l'humanité moderne. Avoir le droit d'être différent, mais vivre ensemble cette différence sans souffrir ni faire souffrir, sans être détruit ni détruire, sans vainqueur ni vaincu. Stephen Ben Simon, Panorama des médiations du monde, l'Harmattan 2010. Remerciements. Je voudrais remercier ceux qui m'ont partagé leur expérience, m'ont soutenu et m'ont ouvert les voies ou guidé sur ce nouveau chemin et plus particulièrement Jacques Salzer qui a apporté sa collaboration éclairée à ce livre, et les membres du conseil d'administration de la section française du Groupement européen des magistrats pour la médiation, J'aime France, depuis sa création. Le président d'honneur, Guy Canivet. Les membres d'honneur Éric Battistoni et Jacques Salzer. Les vice-présidents Fabrice Vert, Philippe Gazagne, Frédéric Agostini, Jacques Duplat, Michel Veil-Gutmann. Les secrétaires généraux Françoise Tachelet et Christiane Gutiérrez. Les trésoriers Bertrand Delcourt, Jean-Christophe Doucet, Bertrand Limon du Parc Meur Plus. Les chargés de mission Anne Delorens Gongora, Colette Sand. Et les membres du conseil d'administration du Conseil international de la médiation, CIM. La présidente d'honneur, Louise Otis. Les vice-présidents, Steve Goldberg, Suzanne Handman, Irena Bekrieva, Timayan Ngeo Folio, Xiaoline Foubourgne, Mohamed El Gorfi. Les secrétaires généraux, Juan Verlinden, Anne-Sophie Schumacher. Préface. Quel chemin parcouru entre la première édition de ce livre en 2012 et celle-ci en 2022, soit en 10 ans. Béatrice Bloorn-Brenner est magistrat honoraire. Je l'ai rencontrée dans divers colloques sur la médiation. Au départ, bien entendu, comme tout être humain, je n'ai pas échappé à mes projections sur la profession. Même après 15 ans d'intervention auprès d'une centaine de magistrats en formation continue à l'École nationale de la magistrature, j'ai gardé longtemps un préjugé sur l'image du magistrat. Austère, sérieux. Ceci, avant de prendre conscience qu'il est un être humain sensible, comme les autres humains, avec ses forces et ses faiblesses. J'ai découvert dès que j'ai fréquenté les magistrats, dans le quotidien de leur vie personnelle, la complexité de leurs tâches, entre le pur exercice de la règle de droit bien apprise et son application, confrontée à la singularité de l'histoire personnelle et sociale de ceux qui sont jugés. Le juge ne peut statuer en équité, sans encourir la censure de la Cour de cassation. Il doit décider selon les règles de droit votées par le Parlement, parfois modifiées et fluctuant selon l'évolution de la société. Équité et droit ne sont pas toujours synonymes. Et pourtant, sous peine de déni de justice, les magistrats doivent décider et donner une réponse au conflit, en appliquant une loi qui se révèle être parfois injuste dans une situation donnée, telle que les personnes concernées l'aperçoivent. C'est alors que l'on se pose la question. Le sentiment de justice, particulier à chaque personne, n'est-il pas bafoué face à l'application d'une loi générale et impersonnelle qui ne lui paraît pas correspondre à son histoire personnelle dans son contexte ?
La médiation tend précisément à satisfaire le sentiment de ce qui est juste que chaque partie ressent dans son fort intérieur. Il permettra de tendre vers la construction d'un accord perçu comme acceptable et si possible, satisfaisant, en tenant compte des différentes perceptions de l'équité pour chaque acteur. Disons qu'il s'agit d'un idéal dont on essaye de se rapprocher par la médiation, et qu'on atteint souvent par l'échange dans le temps. Très vite, Beatrice Bloorn-Brenner m'a beaucoup intéressée, parce que la personne sensible du magistrat m'est apparue derrière l'image de sa profession. De même, j'ai pu entretenir des relations en dehors de leurs fonctions, avec plus de 2500 avocats et des magistrats rencontrés lors de colloques et formations à la médiation. J'ai alors découvert très souvent combien ils étaient humbles, en quête d'un certain savoir sur les subtilités de la relation humaine, source de nombreux conflits qu'ils avaient à gérer, concilier ou juger. Ces connaissances ne leur avaient pas été données dans le cursus de leur formation professionnelle initiale. De la formation juridique à la formation à la médiation. Qu'ai-je appris sur leur formation professionnelle commune en droit ? Elle est très approfondie, et l'on tente de former l'avocat ou le magistrat à déceler, derrière les paroles et les écrits des dossiers, l'article de loi qui permettrait de définir qui aurait raison et qui aurait tort. Le mérite du droit est de proposer un cadre de référence, tant dans les relations privées, pour permettre l'exercice des libertés, qu'en ce qui concerne l'ordre public qui est obligatoire. Mais le droit ne peut tout prévoir. Dans le couple, les querelles liées à la jalousie, aux cultures différentes, à l'éducation des enfants, au trop-plein ou au manque de relations affectives ou sexuelles. En famille, les différends sur les causes possibles de fugue, le rythme de visite de petits-enfants aux grands-parents, etc. Dans le cadre de succession, sur le choix de l'attribution précise de différents biens, sur l'aide et l'assistance assurée aux défunts par l'un ou l'autre, alors que d'autres encore étaient absents ou se désintéressaient de leurs parents. Dans le voisinage, sur les mots blessants, le ton de voix utilisé, les menaces, les rumeurs répandues sur l'autre, en plus de ce qui est prévu par le droit sur le bruit, les limites de propriété et l'utilisation de l'espace. Dans le cadre de relations professionnelles, entre employés ou associés, sur des méthodes de gestion, de diffusion publicitaire, de recrutement de personnel, d'équipe, de rémunération, de conditions de travail. Entre entreprises, notamment lorsque le contrat n'a pas tout prévu. Dysfonctionnement et durée de vie d'une machine, erreurs, usage de brevets et d'objets de propriété intellectuelle présentant des similitudes, rétention d'informations. C'est un champ immense auquel le seul droit ne répond que partiellement. De plus, il le fait souvent avec un choix entre deux réponses, permis-interdit, à raison à tort, conforme-non conforme, alors que le champ des solutions, prenant en considération la singularité du cas, offre de multiples combinaisons pour arranger l'un et l'autre avec des possibilités variées dans le temps, l'espace, les matériaux ou les compensations financières, les règles à se donner, les garanties. C'est ce que font les personnes entre elles lorsqu'elles parlent et se fixent projets et solutions. Mais elles peuvent aussi se freiner, se bloquer et attaquer l'identité de l'autre dans le conflit. A-t-on alors envie de s'entendre ? L'auteur l'a bien compris au cours de l'exercice de ses fonctions. Elle a recherché dans les sciences humaines et en particulier, les sciences de la communication, ce qui pouvait être complémentaire de son savoir en droit. Elle a recherché et suivi des formations. Elle a appris et mis en pratique l'accueil et l'écoute du justiciable, dans sa mission de conciliation. Elle a également invité les personnes en litige à se parler et s'expliquer, à s'écouter sans s'attaquer. Elle leur a souvent suggéré de le faire avec l'appui d'une personne extérieure capable de veiller particulièrement à cela. Un médiateur, tiers de confiance, veillant à leur explication réciproque pour avancer elle-même vers une solution durable. L'ouverture à l'idée de médiation et à ses limites. Celui ou celle qui parcourra ce livre pourrait se dire, au fond c'est du bon sens. Oui, un bon sens qui disparaît précisément en nous à la naissance d'une dispute, d'un conflit, alors qu'on en a le plus besoin. C'est l'usage de ce langage de la résolution des différends, échanger en profondeur sur ce qui est différent entre l'un et l'autre pour mieux se décider, que l'auteur nous rappelle ici. Certes, il y a des limites. Mensonges, perversité, menaces, mauvaise foi existent. Parfois, ils peuvent s'expliciter en médiation. Qu'est-ce qui a amené dans le passé à cette mauvaise foi ou à ces menaces ? On s'explique, tel est le maître mot. Parfois,
il semble qu'il n'y ait aucun désir de s'entendre. Parfois même, dans la complexité de notre humanité, il peut y avoir plutôt désir de nuire à l'autre, de le punir, de le détruire et l'anéantir. Heureusement que le système judiciaire et le magistrat sont là, et veillent. La sanction et la décision extérieure sont les recours, là où négociation et médiation trouvent leurs limites. A-t-on vraiment tout essayé avant d'aller en justice, ou de se faire la guerre? Si pour tout différend semblant durable, chacun et chacune commençait d'abord avant d'aller en justice. Par un face-à-face, centré sur la médiation du langage, en respectant les règles de communication intégrées à la culture de médiation. Respect mutuel des personnes, écoute, reformulation ponctuelle, mettre les mots issus du corps de l'autre dans mon propre corps et les formuler, avant de répondre, vérification de la compréhension réciproque dans le désaccord, accord sur le désaccord, avec recherche progressive et imaginative de solutions en réponse aux besoins. Si on n'arrive pas soi-même à organiser un échange serein, l'on peut avoir recours à un médiateur dont le rôle est d'organiser les échanges. Ce tiers de confiance, garant des règles de respect mutuel des personnes ou des organisations, a pour fonction de faire avancer les personnes vers leurs objectifs, en prenant le temps nécessaire pour rechercher des solutions qui conviennent à l'un et à l'autre. D'où ce livre, issu de différents cours assurés par l'auteur. Il comprend en plus des éléments pratiques de méthode, livre 1, une partie juridique, livre 2, avec une connaissance de textes passés et récents actualisés qui est claire. L'ouverture à la médiation conventionnelle, toute initiative d'entente formelle ou informelle entre personnes en dehors d'un recours au système judiciaire. L'ouverture à la médiation judiciaire, toute initiative prise par un juge pour inviter à favoriser plutôt une entente entre les personnes, notamment dans des cas où il s'agit de préserver les relations futures, famille, travail, voisinage, organisation, relations commerciales et internationales. Le mérite de Béatrice Bloorn-Brenner est de rester simple, d'aller à l'essentiel. Chacune des grandes idées est illustrée par un ou plusieurs exemples. L'auteur transmet ce qu'elle a elle-même appris, appliqué et observé, sur les effets de ses modes de parole et de relation. Ces constats, elle les a aussi faits pour d'autres qui ont appliqué une culture de médiation dans le monde des conflits. Voilà qui est concis. Voilà ce qui vous est transmis. À Béatrice Bloorn-Brenner, merci. Jacques Salzer, maître de conférences à l'Université de Paris-Dauphine, 1974 à 2004, et co-créateur de formations à la médiation dans plusieurs universités et au CNAM. Avant-propos. La médiation est un moment d'humanité dans des procédures parfois kafkaïennes. Cette phrase du premier président de la Cour de cassation, Pierre Drey, qui définit si bien la médiation dans le domaine judiciaire, Béatrice Brenner l'a faite sienne, et surtout l'a mise en œuvre dans le cadre de sa pratique professionnelle de magistrate. Lorsqu'elle a présidé la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble, Béatrice Brenner a innové en développant une véritable politique d'implantation de la médiation dans sa chambre, donnant ainsi corps à la loi du 8 février 1995 sur la médiation judiciaire votée par le législateur national. Le paradoxe de la médiation judiciaire en France est que, si notre pays a été l'un des premiers à se doter d'une loi l'organisant et la codifiant, sa pratique est restée très peu développée et n'a pas fait l'objet d'une politique nationale. Béatrice Brenner a mobilisé beaucoup d'énergie en collaboration étroite avec d'autres acteurs judiciaires locaux et des médiateurs pour construire cette expérience novatrice qui a été un modèle pour de nombreux juges, dont je fais partie, souhaitant s'investir dans les modes amiables. Les grandes lignes directrices adoptées par Béatrice Brenner ont été les suivantes. Assurer une formation sur la médiation des acteurs judiciaires. Sensibiliser des justiciables en organisant des séances d'information sur le processus et les intérêts de la médiation, au regard de la nature de leur litige. Ordonner la comparution personnelle des parties avec la présence de médiateurs aux audiences. Le résultat de cette pratique a été très concluant. Plus de 1000 médiations ordonnées avec un taux d'accord de plus de 70%. Comme toute pionnière, Béatrice Brenner a été confrontée dans cette expérience à beaucoup d'incompréhension voire d'hostilité, car la culture judiciaire française conçoit l'office du juge comme celui qui tranche le litige avec le glaive du droit, ignorant largement son autre rôle essentiel de juge conciliateur,
qui dans le cadre d'un dialogue interactif avec les parties permettent à ces dernières de renouer un dialogue et les aident à trouver une solution tournée vers l'avenir répondant aux besoins et intérêts des parties. Mais comme toute initiative pionnière personnelle, malheureusement, elle n'a pas connu de suite après la mutation de Béatrice Brenner dans une autre juridiction. Pour s'inscrire dans la durée et ne pas se dissoudre lors de la mutation de ses initiateurs, une politique de développement de médiation dans un tribunal doit s'inscrire dans le cadre d'une œuvre collective associant étroitement magistrats, avocats, médiateurs pour idéalement se concrétiser dans une politique pérenne de juridiction. Béatrice Brenner a bien compris la nécessité de promouvoir collectivement la médiation pour qu'elle devienne un mode habituel de règlement des conflits. Aussi en 2003, avec notamment le premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet, elle est à l'origine de la naissance du Groupement européen des magistrats pour la médiation, GEM, qui réunit la plupart des magistrats européens impliqués dans le développement de la médiation dans le domaine judiciaire. Cette association, dans laquelle le rôle de Béatrice Brenner a été moteur, œuvre pour une meilleure qualité de la justice par la promotion et le développement de la médiation et des modes alternatifs de règlement des différends et comprend plus de 700 magistrats européens et d'autres d'éminents acteurs de la médiation, universitaires, avocats, médiateurs et représentants d'autres professions. GEM représente ainsi un espace de réflexion extrêmement riche et une force de proposition reconnue, ce dont témoignent ses colloques et publications, ses assises internationales de la médiation judiciaire régulièrement organisées et ses sessions de formation et qui a largement permis l'acculturation de la médiation par les acteurs judiciaires, notamment en France. Cette acculturation des acteurs judiciaires se traduit notamment par la multiplication des permanences de médiateurs et de conciliateurs, par une augmentation sensible des injonctions de rencontrer un médiateur délivrées par les juridictions, par le développement de formations communes, par la mise en place dans plusieurs ressorts judiciaires d'unités des modes fédérant les différents partenaires. Au moment où j'écris cette préface, nous attendons l'installation imminente en France du Conseil national de la médiation, créé par la loi du 22 décembre 2021 et qui pourra être le fer de lance d'une politique nationale indispensable pour implanter de manière pérenne la médiation dans les juridictions. Cet ouvrage, dont j'ai l'honneur d'écrire l'avant-propos, explique de manière claire et didactique tout l'intérêt pour les justiciables et plus largement pour nos concitoyens, de l'instrument essentiel qu'est la médiation dont dispose le juge pour remplir cette mission de pacificateur social. Béatrice Brenner décrit avec précision les étapes du processus de médiation et le rôle des acteurs de la médiation, de sorte que cet ouvrage est un outil de référence pour tous ceux qui souhaitent mieux connaître ce processus et le mettre en œuvre dans leur pratique professionnelle. Bonne lecture à tous. Fabrice Vert, premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris. Livre 1 Théorie et pratique de la médiation. Chapitre 1 Le conflit. 1 Le conflit et son rôle. Le mot conflit vient du latin confligere qui veut dire heurter. C'est donc une opposition d'opinion entre des personnes ou des groupes. Si le conflit se règle dans des rapports de force, il peut dégénérer et avoir un rôle négatif. Selon la manière dont il sera réglé, le conflit peut être destructeur et même aboutir à la mort. Mais le conflit peut avoir un rôle positif. Il est source d'enseignement. C'est le clignotant qui indique que la relation à l'autre n'est plus harmonieuse. Il renvoie la personne à se questionner sur la raison des sentiments de tristesse, peur ou colère qui l'animent. L'individu prend conscience de ses valeurs et de ses besoins fondamentaux lorsqu'il se mesure à l'obstacle, et que son point de vue est remis en question par les autres. C'est à travers le conflit que l'on prend conscience à la fois de son individualité et de l'altérité, qui permet de reconnaître l'autre dans sa différence. Prise sous cet angle, la confrontation des points de vue différents est stimulante, source d'échange et de richesse. 2. Les différents types de conflits. Distinguons le conflit personnel du litige juridique. Le législateur a nettement marqué cette distinction dans l'article 131A1 du Code de procédure civile relatif à la médiation judiciaire. L'article 131A1 du Code de procédure civile énonce: le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution aux conflits qui les opposent. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés. Le procès peut être comparé à un iceberg. La partie visible de l'iceberg correspond au litige juridique dont est saisi le juge. Il est entièrement contenu dans le dossier remis au juge. Le conflit que vivent les personnes, partie invisible de l'iceberg, est à l'origine du litige dont sera saisi le juge. Pour caricaturer, on pourrait dire que le litige est l'affaire soumise au juge, le conflit en est le prétexte. Lorsque j'étais juge à la Chambre sociale, qui juge les conflits du travail de la Cour d'appel de Grenoble, j'ai compris la distinction qu'il y avait entre litige juridique et conflit personnel à l'occasion de l'affaire suivante. Une salariée, licenciée d'une manière qu'elle estimait abusive, avait fait une demande de dommages-intérêts contre son employeur. Elle m'a dit en larmes qu'elle se moquait de gagner son procès si nous fondions notre décision sur le fait que l'employeur avait violé la loi car il avait mal formulé sa lettre de licenciement. Elle voulait entendre dire que son employeur était, selon elle, un salaud et qu'il s'était mal comporté envers elle. La dimension humaine et émotionnelle du dossier avait échappé aux juristes. Le litige peut être principalement juridique. Une partie revendique l'application de la loi. Par exemple, les ententes illégales anticoncurrentielles entre sociétés, l'interprétation d'une convention collective ou de la loi, ordre public violé. Les litiges juridiques relèvent des professionnels du droit. Technique. Une partie soulève un problème purement technique. Par exemple, un vice apparent ou caché, ou des malfaçons. Ces litiges demandent souvent de recourir à un expert. Économique. Une partie réclame une indemnité en contrepartie d'une erreur ou d'un dommage causé. Le montant de l'indemnité peut être évalué par le juge, si les éléments du dossier le permettent. Sinon, il fait appel à un expert. Relationnel. Il touche la relation entre les personnes. Une personne se sent atteinte dans son identité, niée, dévalorisée, bafouée, insultée. Le conflit, interpersonnel et relationnel, relève souvent de l'affect. Conflit entre associés, divorce, licenciement mal vécu, etc. Il est issu d'une confrontation des systèmes de valeurs, des cultures et langages utilisés, de l'histoire personnelle et sociale qui a souvent marqué l'un et l'autre, de l'opposition de besoins essentiels non satisfaits. 3. Qu'y a-t-il à accent grave l'origine du conflit? À l'origine du conflit, on découvre souvent des malentendus ou non-dits. Par exemple, des fournitures non conformes aux souhaits du client. Des systèmes de valeurs de référence différents. Le conflit touche au système de croyance de l'individu. Par exemple, le remariage d'une belle-fille peut choquer sa belle-mère. Pour la belle-fille, une jeune femme doit pouvoir refaire sa vie. Pour la belle-mère, une veuve ne doit pas trahir la mémoire de son défunt époux. Les intérêts divergents. Au exemple d'intérêts divergents. Un fournisseur ne veut plus que son distributeur exclusif commercialise ses produits, car il est moins performant qu'un autre distributeur qu'il vient de connaître. Il veut rompre le contrat. Le fournisseur et le distributeur exclusif ont des intérêts divergents. Un grand hôtel construit une piscine sur le domaine public maritime, empêchant les usagers d'emprunter le chemin des douaniers. L'hôtel et l'administration ont des intérêts divergents. Des besoins non satisfaits. Ils sont liés à la survie, au pouvoir, à l'appartenance, à la reconnaissance. Pour se protéger, un individu pourra avoir une réaction violente. Au départ, la demande en justice cache souvent une demande d'ordre psychologique et un besoin. Le besoin ne correspond pas toujours à la demande en justice. Par exemple, le besoin d'être reconnu dans son rôle de mère incitera une femme à réclamer l'hébergement principal de l'enfant, alors qu'elle n'a pas la place de le loger. L'exemple suivant montre bien que si on en reste à la demande, garder ou vendre la maison de famille, il n'y a qu'une seule alternative. Alors qu'en recherchant les motivations cachées derrière les demandes, selon le besoin exprimé, on peut trouver plusieurs solutions possibles. Celle-ci ou celle-là peut se révéler acceptable par les deux parties et permettre l'accord. La maison de famille. Dans une succession, un fils veut vendre la propriété familiale et son frère veut la garder. Si on lui demande pourquoi il veut la garder,
Il peut exprimer plusieurs intérêts et besoins, d'où une diversité de réponses. Besoin de garder les liens affectifs liés à la famille. Besoin de se loger. Besoin de respecter un désir émis par le défunt. Besoin que les enfants, cousins et cousines se retrouvent aux périodes de vacances comme cela se faisait. Le besoin affectif lié à la famille. On peut imaginer les solutions suivantes. Il reçoit l'usufruit, son frère la nue propriété. Il accepte de garder l'ensemble des meubles et objets ayant appartenu à la famille. Il accepte qu'une autre maison plus petite et moins onéreuse soit rachetée dans le village, et garde l'ensemble du mobilier. Il rachète la part de la maison dont hérite son frère. Nous ne disons pas que l'une de ces solutions va nécessairement être choisie, mais nous faisons apparaître qu'une diversité de solutions s'offre, alors qu'au point de départ il n'y avait qu'une alternative, garder ou non la maison. La même réflexion peut être faite pour les autres besoins. Le besoin de se loger. Il trouve un autre logement dans le même quartier. Il garde l'usufruit, et la nue propriété passe à son frère. Les frères se partagent la maison en 2 parties. Il occupe la totalité de la maison, et verse un loyer à son frère. Le besoin de la fratrie et des enfants de se retrouver. Si c'est le besoin essentiel, on peut imaginer des villages, camps et lieux de vacances, où tous les enfants se retrouvent avec leurs parents pour des vacances communes. On peut même imaginer avec l'acquéreur, s'il est intéressé, qu'il loue la maison à cette famille pendant les vacances. Dans tous ces cas, le travail en conciliation et en médiation est de rechercher, s'il y a lieu, derrière la demande, les besoins essentiels et les intérêts à satisfaire. Et seulement lorsqu'on les a énumérés, une ou plusieurs solutions apparaissent, pouvant satisfaire totalement ou en partie les personnes. Ainsi, à partir d'une demande de départ, garder la maison de famille, on peut concevoir plusieurs besoins différents et plusieurs pistes de solutions. Un juge confronté à un tel problème décide seulement en droit. Il accepte ou rejette la demande qui lui est faite. Les parties n'ont pas accès à la pluralité des solutions. La médiation est un mode de résolution des conflits parmi d'autres. Il importe de bien connaître la pertinence de chacun de ces modes. C'est l'objet du chapitre suivant. Chapitre 2 – Les modes de résolution des conflits. On a longtemps pensé que la finalité de l'institution judiciaire était de trancher les litiges conformément à la règle de droit. Déjà, l'article 21 du Code de procédure civile donnait au juge la mission générale de concilier les parties. Récemment, le législateur a insisté sur la nécessité de recourir à d'autres modes de règlement des conflits, avant la saisine du juge, articles 56 et 58 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 mars 2015, article 4 de la loi du 18 novembre 2016, J21 et décret du 25 février 2022. Dès lors, ne peut-on dire que la finalité de la justice est d'assurer la paix sociale en ayant recours à différents moyens mis à la disposition du juge. La loi et les autres modes de règlement des conflits, médiation, conciliation, procédure participative, négociation. L'application de la loi n'est donc plus pour le juge une finalité, mais un moyen pour contribuer à la paix sociale, comme peut l'être la médiation. Dans sa boîte à outils, le juge a désormais 2 outils, la loi et les modes amiables de règlement des conflits. Certains différends trouvent une solution en droit. D'autres relèvent de la relation privée. Ils trouveront des dénouements plus satisfaisants avec un mode amiable de règlement, négociation, conciliation, médiation ou convention de procédure participative. 1. 3 moteurs de réponse au conflit. Il y a essentiellement 3 façons de répondre à la situation conflictuelle: la force, le droit et les intérêts. 1. La force ou le pouvoir. La force tend à l'élimination physique, matérielle ou psychologique de l'adversaire. C'est la réponse unilatérale, viscérale, à un acte d'agression. Exemple, tu me gifles, je te rends ta gifle. Une menace, comme une grève, crée aussi un rapport de force en cherchant à faire céder l'autre par la force. 2. Le droit. Le droit tend à faire valoir la suprématie juridique de l'un sur son adversaire, et à la lui imposer au cours d'un duel judiciaire qui fera un gagnant et un perdant.
Notons qu'il s'agit encore d'un rapport de force. Il y a celui qui a le droit pour lui, et celui qui a le droit contre lui. Devant les tribunaux, le justiciable se trouve dans une relation de communication parent-enfant au sens de l'analyse transactionnelle, AT, fondée par Eric Berne, médecin psychiatre américain. Le juge, parent normatif, va dire au justiciable, enfant rebelle ou enfant soumis, selon qu'ils acceptent ou pas la décision du juge, comment ils doivent se comporter. Sa décision s'impose, selon une relation d'autorité verticale. 3. Les intérêts. Les intérêts tendent à la confrontation de points de vue divergents. Les intérêts respectifs des parties sont pris en compte pour aboutir à un accord gagnant-gagnant, ou satisfait-satisfait, avec le partenaire. À ce stade, généralement une tierce personne impartiale intervient, le médiateur ou le conciliateur, sans pouvoir de décision. Ce sont les parties qui, avec son aide, vont trouver elles-mêmes leur accord. Elles sont alors dans une relation de communication horizontale adulte-adulte, au sens de l'analyse transactionnelle, si chaque adulte prend en considération non seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux de l'autre. 2. Les attitudes face au conflit. Selon Thomas Eckilman, professeur de gestion à l'Université de Pittsburgh, il existe 5 grandes attitudes face au conflit: l'évitement, la compétition, l'accommodement, le compromis et la collaboration, selon le degré de recherche de la satisfaction de ses propres aspirations et de celles des autres. 1. L'évitement ou le repli. C'est le réflexe de la tortue, qui se retire dans sa carapace pour éviter le conflit. Elle ne veut satisfaire ni ses aspirations, ni celles de l'autre. Cette position de repli ne permet pas de trouver de solution. Les deux parties sont perdantes. Attitude perdant-perdant. Les intérêts ne sont pas sauvegardés, et la relation n'est pas restaurée. 2. La compétition, je te force à accepter ma solution. Accord gagnant-perdant. C'est l'attitude du requin. Il va forcer l'adversaire à accepter sa solution au conflit. L'accord est gagnant-perdant, et laisse peu de place à la relation. 3. L'accommodement, je cède et j'accepte ta solution. Cette attitude est celle du nounours, qui cède sur ses besoins-intérêts pour faire primer la relation. C'est l'attitude qu'adoptent ceux qui veulent être acceptés et aimés. J'accepte ta solution. 4. Le compromis, je transige pour trouver notre solution. C'est une solution acceptable par les deux parties qui sont partiellement satisfaites. On ne cède pas, on ne rivalise pas. On cherche à se... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.